qui est avec nous. C'est bien Magloa Kenviteko. Magloa, bonjour. Bonjour à toi Pascal, bonjour aux confrères Ambroise et Jean, et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement sur la 93.5. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, on y est. Je crois que c'est le plus important. Et comme on aime le dire très souvent, elle est belle malgré tout la vie, il faut sourire à la vie. Ah oui, elle est belle malgré tout, il faut sourire à la vie, c'est ça l'essentiel. Alors, vous êtes le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates qui est dans les kiosques ce matin. Nous parlerons bien sûr alors des titres du journal Flambeau des démocrates, bien sûr, ou des articles traités bien sûr dans le journal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que quand on parle alors de ces derniers temps, il y a une affaire qui devient tellement virale sur les réseaux sociaux. C'est bien l'affaire de la Técopé. Et nous avons cherché justement à en savoir plus alors dans cette affaire. Parce que oui, nous avons tous ensemble suivi le reportage de notre confrère Roger Amemavo sur cette affaire. Et il y a justement des noms qui sont cités alors dans cette affaire. Nous avons cherché à comprendre plus. Et pour cela, nous sommes en studio avec Monsieur Aron Kalekou Kofi. Et Monsieur Aron Kalekou, bonjour. Bonjour, Monsieur Pascal. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Alors, vous confirmez que vous êtes l'un des mandataires alors de ces espaces qui sont justement à problème depuis un temps, c'est ça? Oui, je suis propriétaire par voie d'héritage de ce domaine. Et en dehors de ça, je suis mandaté par les collectivités aussi. Donc, je suis l'un des mandataires de la collectivité d'Avier à Sommet. D'accord. L'un des mandataires alors d'Avier à Sommet. Là, vous êt aussi la personne indiquée pour mieux nous parler alors de cette affaire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe alors à la Técopé? Ah, merci beaucoup. Là où vous appelez aujourd'hui la Técopé, nous on l'appelle Baïmé. C'est un domaine qui nous appartient, ça appartient aux 22 collectivités qui rassemblent la collectivité d'Avier à Sommet. Le domaine a un titre foncier, 388. Il y avait eu des contraintes, ce qui nous a amené de la Cour d'appel jusqu'à la Cour suprême, donc on a nos droits de propriété. Mais le travail qui était dans c'est notre domaine depuis le temps de nos aïeux. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui s'est passé l'autre fois, nous avons fait un travail de canalisation, c'est-à-dire c'est une zone marécageuse, donc on a drainé l'eau de la zone vers le fleuve. Le travail de canalisation, c'est les tranchées que nous avons vues sur la vidéo qui a circulé, c'est ça? Oui, vous l'appelez tranchée, mais nous, c'est canalisation, nous on a fait quand même. Voilà, c'est en quelque sorte des tranchées de drainage de l'eau de la zone, parce que la zone est limitée par le fleuve Zion. Donc nous avons drainé, parce qu'il y a les topos qui ont travaillé avec nous, les points, et à conduire l'eau jusqu'au fleuve Zion. C'est ce qui a été fait pendant 3 semaines. On a commencé le travail le 19 janvier. On a terminé le 6 février. Le 6 février. Oui. Et on a travaillé, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le dimanche que nous, on apprend sur les médias qu'il y a problème. Et moi, personnellement, la collectivité aussi, on était surpris par ce qui se passe. Sinon, c'est à peu près ça. Est-ce que ça veut dire qu'au prime abord, il n'y a aucun problème sur le terrain? C'est ce que vous voulez nous dire? Le domaine même fait objet de plusieurs litiges. Mais ces litiges ont été réglés. C'est-à-dire que quoi? Oui, voilà, expliquez-le. Le domaine titre foncier 388 a fait objet d'échanges entre l'État togolais et les 22 collectivités que nous sommes. Ça veut dire que quoi? Autant de colons, les colons pris par notre chef de canton d'alors, 600 hectares. Donc, ils ont utilisé les 600 hectares à des fins agricoles. C'est-à-dire, vous allez voir des rognons au niveau de Amoukadji, vous allez voir les rognons, les cocoterets, tout ça là. Personne ne peut dire aujourd'hui c'est lui. C'est les colons qui ont, c'est des œuvres des colons. Après eux, l'État togolais a pris, il a exploité des palmiers, la société Sonaf. Après eux aussi, maintenant, ils ont redonné le terrain au chef canton d'alors, Maglou Douglas III,
pour maintenant à son tour distribuer au terrain aux ayants droit. Mais le chef ne l'avait pas fait avant de mourir. Quand il est décédé maintenant, l'un de ses fils qui s'appelle Clément de Blayao, paix à son âme, est parti voir les dossiers dans le truc de son papa et il en a fait sa propriété. Donc c'est à partir de 2001 qu'on constate que le terrain que l'État togolais avait pris chez nous, le terrain est encore d'être utilisé de nouveau et que c'est la famille royale, on va approcher à la famille royale qui sont les Dogla. Utilisé par qui? À ce moment, on ne sait pas. C'est maintenant dans nos renseignements maintenant que c'est la famille Dogla. Les Dogla sont les chefs cantons de Davier assommés. Donc c'est par eux on a passé pour avoir les terrains là chez les collectivités. Donc l'État a bien fait son travail. Après avoir fini son travail, il a redonné les papiers là à cette famille qui représente la population, qui est le chef canton d'alors. Maintenant, son fils, c'est lui maintenant qui a pris les papiers là. Au lieu de faire le travail de son papa, lui, il a fait ça de sa propriété. Il a commencé par vendre. Vous comprenez? Donc c'est là-bas où on a su que le domaine n'est plus dans la main de l'État togolais. Maintenant, quand on a appelé Dogla Clément là, il était un cadre tout puissant de la CEB. Donc, c'est lui, on l'a convoqué au tribunal, il a gagné à Thiévier. L'affaire, on a fait appel. Maintenant, au tribunal, à la cour d'appel, on l'a gagné. Il a fait pourvoi, il a pris sursis. La Cour suprême aussi a confirmé la décision de la cour d'appel. Mais en disant que quoi? Ce que Clément Dogla fait en tant qu'individu, ce n'est pas bon. Il est de mauvaise foi. Mais leur papa, Dogla, Mago III, a fait un bon travail. Parce que c'est par lui on a retrouvé les pièces jusqu'à venir vers l'État togolais aujourd'hui. Donc si on retrouve ce terrain, c'est d'aller le partager à part égale. Pourquoi à part égale? Parce que dans l'échange, les 600 hectares que nous avons, nous ne nous ont pas tous redonnés. L'État a pris 65 hectares. Dans les 600 hectares, bien sûr, l'État a pris 65, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, qui est... mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des inscriptions, puisque c'est sur les vidéos, bien sûr, circulées sur les réseaux sociaux, et il y a des inscriptions même d'ailleurs sur les murs. Et comment est-on arrivé là? Bon, pour recouper, c'était l'historique que j'allais vous donner, mais oui. Comme vous me coupez, il a dit là-bas... Oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi le temps... Ah oui, c'est ça. Ok, là-bas... quand nous avons pris ce que l'État nous a rétrocédé, je parle de la rétrocession, ce que l'État nous a rétrocédé, c'était en 2004. Donc en 2004, on a viabilisé ça, on a pris approbation, on a loti à 2005, on a partagé, mais toute la zone n'était pas accessible. Donc il restait une partie qui est égale à 663 hectares environ. Donc là où se trouve, c'est une zone marquée à l'époque là. Donc c'est maintenant que la zone est devenue aussi praticable et qu'on va le lotir et partager. Donc c'est dans 163 hectares là que se pose le problème. C'est là où se trouve maintenant la T-copie. Donc les inscriptions sont arrivées, c'est parce que quoi? Quand nous voulons lotir la zone, on se confronte à des difficultés. Une de nos collectivités appelée Kocham-Malagno. Donc, c'est eux qui s'opposent que eux, le terrain, là-bas, c'est leur partie. Que ça ne doit plus faire objet d'un partage. Mais quand on a fait le premier partage, vous avez eu vos parts. Pourquoi ici, on ne doit pas partager? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Eux, ils ne comprenaient pas que l'État a pris une partie et que le reste qui est là, l'autre ne peut plus se dire que moi j'ai 2 hectares, j'ai 4 hectares. Donc le reste c'est à partager à part égale parce que l'État a déjà pris 165 hectares et il a immatriculé ça. C'est ça qui a servi la forêt classée. Entre-temps, on a l'outil pour donner aux unités de Katanga à Gwennivé. Donc maintenant, on ne peut plus dire que moi, voilà mes dracennies qui servent de limite, mon terrain qui était ici jusqu'ici. Donc ils ne comprenaient pas, ils mélangeaient les choses. Donc ça, ils ont déjà vendu aux gens. Donc, c'est ça qui a amené le problème. Donc, c'est eux qui vendent aux gens. Maintenant, quand nous sommes partis maintenant vers ces gens, au lieu de nous comprendre pour voir que le terrain là a un droit de propriété, et fouiller que les droits de propriété, là, c'est où? Mais on ne dirait pas. Parmi ces tous acquéreurs qui ont occupé presque les 163 hectares, personne d'entre eux n'a
a eu l'intuition d'aller, s'il peut faire même un tampon, parce qu'il y a un titre, les papiers, personne ne peut même pas faire un tampon. Ouais, ça veut dire que les acquéreurs n'ont pas alors de titre foncier. Personne ne peut même dire que lui, il a un plan visé, parce que le titre est à notre nom. Du moment où on n'a pas signé un papier, le morcellement ne peut pas se faire. Prouvez même en tant que l'État ne vienne faire les choses, lotir les 165 au temps des DG là-bas. Ils nous ont fait appel en tant que mandataires et les papiers étaient signés parce que tout est à notre nom. Donc aujourd'hui, ces acquéreurs, entre-temps, ont formé l'association des acquéreurs. Mais en 2019, l'État a décrété la zone cause d'utilité publique. Du moment où l'État a décrété la zone cause d'utilité publique, ça veut dire que quoi? Nous tous là, on doit attendre l'État. Donc, nos dossiers étaient ramassés. On nous a dit d'aller déposer les dossiers à Gouin-Nivé, à la préfecture. Ou à la préfecture. À la préfecture d'Agouin-Nivé. À ce temps, il n'y avait pas les mairies. Il n'y avait pas la mairie. Oui, il y a les mairies, mais c'est la préfecture qui était désignée pour collecter les plans. Donc, ce qui fut fait, on a déposé nos plans. Donc, les gens disent que dans l'arrêté du Code d'utilité publique, dans son article 3, on a dit que l'État chargera de ou bien de faire les produits d'expropriation pendant 2 ans. Donc, quand les 2 ans sont partis, les gens se sont s'auto-proclamés que du moment où l'État n'est pas venu, il y a 2 ans que c'est laissé. Mais moi, en tant que responsable, mandataire d'ailleurs, quand un papier vient exiger quelque chose, il doit avoir un autre papier pour mettre fin avant que je ne rentre dans ce domaine. Donc, les gens ont construit aujourd'hui jusqu'à 163 hectares. Il ne nous reste que 80 et quelques hectares. Donc, maintenant, nous sommes approchés. Depuis là, on travaille avec la mairie d'Adétikopé. Quand la zone est décrétée, on l'a écrit. Ils sont venus voir la zone. Ils ont demandé le plan, on a fourni. On a transmis tout. On avait écrit à l'urbanisme aussi, je crois que c'est en 2020 ou en 2021, pour les informer de tout ça, que c'est comme ça, notre terrain est devenu un terrain où tout le monde rentre dedans. Les gens ont formé des trucs acquéreurs, association des acquéreurs. Ça nous a amené, on a fait une plainte contre eux, on a arrêté les géomètres et nos frères Kochamla. Quand ils étaient en prison, c'est là-bas ils ont déclaré que c'est vrai, c'est eux qui faisaient, mais ils ne savaient pas que l'État a pris une partie et que quelqu'un ne peut pas dire que il a telle superficie. Là, on comprend tout simplement que c'est un problème au fond, même d'ailleurs, de vos collectivités. Bien sûr. Et que vous devez régler même le problème au fond, bien sûr, des collectivités. Alors, c'est vrai que les habitants parlent alors plus d'expulsion, parce que nous avons vu, et effectivement, la vidéo, on parle plus alors d'expulsion. Mais pourquoi vous voulez maintenant expulser les gens? Monsieur le journaliste, on n'a jamais expulsé quelqu'un sur ce terrain. Nous n'avons jamais, je pèse bien mes mots, nous n'avons jamais expulsé quelqu'un sur les lieux là-bas. Mais vu l'ampleur, vu la vitesse, vu comment les choses se passent, nous avons, avec toutes nos pièces de droit de propriété, obtenu une ordonnance de cessation. Et si vous voyez bien, les gens parlent d'expulsion, mais la vidéo, moi, j'ai vu. Aujourd'hui, les écritures sont là sur les murs. Rien n'est effacé. C'est la cessation des travaux. Ça veut dire que quoi? C'est notre domaine. Les gens continuent à construire. Mais eux, c'est les gens qui sont en train de les induire en erreur. Mais nous, en tant que propriétaires, on doit les faire savoir que, attention, c'est sur soi vos travaux. Venez vers tel cabinet. On va voir qui vous a vendu et tout ça là. Le deuxième idée qui est là derrière, c'est 163 hectares. Mais si les gens vendent, bon, c'est des 22 collectivités. Maintenant, les 22 collectivités, qui a vendu? Pour qu'au moment du partage, pour que l'équilibre soit fait. Donc, c'est ces idées qui ont fait que quand on a fini de faire notre canalisation, sans problème, je le dis, encore sans problème, nous avons procédé à l'inscription sur les murs, c'est-à-dire les canalisations à couvrir là où il n'y a pas de construction. Nous avons évité des maisons. Maintenant, là où il y a des maisons sur les 163 hectares, nous devons écrire à ça. Donc, ceux qui sont à la maison, ils ont pris le papier main à main, cessation des travaux. Et ceux qui ne sont pas là, ils ont entamé des constructions, c'est des fondements, tout ça là. Nous avons écrit avec à Lucie le numéro du cabinet chargé pour qu'ils viennent avec leurs papiers. Parce que, avant de commencer les travaux, la mairie a invité tous ces gens
Mais alors, vous avez dit tout de suite que la canalisation a occupé alors un endroit où il n'y avait pas alors d'habitation, où des gens ne sont pas là. Mais comment se fait-il, sur la vidéo bien sûr qui nous a été présentée, comment se fait-il que, enfin c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui allaient chercher de l'eau quelque part, et aussi il doit y avoir aussi une école quelque part là-bas, non? Monsieur le journal, c'est des polémiques, c'est des montages. Comment ça les polémiques? C'est polémique parce que moi-même, vous me voyez, je dépasse au moins 40 ans. Et moi, je vais aller bloquer les voies des gens. Même s'ils ne me disent rien, là, il y a la nature qui agit. Donc, il n'y a aucune école là-bas. Il n'y a même pas une habitation, dire qu'on va aller chercher de l'eau là-bas. Ce n'est pas une zone accessible. Les vidéos sont là. C'est parce qu'on est à la radio. Sinon, dans la vidéo, je vais vous montrer. Les vidéos sont là. C'est une zone, mais qu'il n'y a pas des habitations. Disent que les gens ont quitté là-bas pour aller chercher de l'eau ou bien vont aller à l'école. Mais l'autre fois, on est parti là-bas pour voir si on se trompe. Parce que vous avez fait déplacer même certains journalistes tout récemment. Bien sûr. Et on était parti. Mais qui, parmi ces journalistes, quelqu'un peut dire qu'il a trouvé des habitations ou bien une pompe, même un puits. Disons, quelqu'un même a fait un puits et qu'on a empêché. Si un journaliste peut le dire, s'il y a une école même là-bas qui est proche, mais si l'école même est proche de 100 à 200 à 300 mètres, on peut dire que l'école est proche. S'il y a même une école proche là-bas, de ce qu'on a fait, il n'a qu'à nous dire ça. Si quelqu'un en ligne nous écoute, il n'a qu'à rapidement nous appeler et puis on va se transporter, aller vérifier. C'est des montages. Alors, c'est vrai que dans cette histoire, il y a le nom d'une dame qui est citée, puisque nous avons écouté aussi le témoignage des uns des autres, où justement on parle de dame Aïcha. Concrètement, elle en est pourquoi dans cette histoire? Nous, le nom là, nous aussi, nous l'avons écouté, moi personnellement. Et c'est la dame qui est plus attaquée, moi je n'ai pas compris. Si on peut donner un nom, ou bien je peux donner un nom, nous, on a trouvé quelqu'un avec qui on a travaillé. Est-ce que ça veut dire que parmi les acquéreurs, il n'y a pas, parmi justement ces acquéreurs, il n'y a pas Dame Aïcha? Nous, oui. Je connais la Dame Aïcha depuis 2008. La Dame Aïcha a acheté chez celui-là qui est débouté, Dogla que je dis là. C'est sa place qui a servi les parcs ou hangars de Pianès là. C'est le domaine de la dame Aïcha ça. Il a acheté ça, il avait un titre foncier depuis 2002. Mais nous on l'avait attaqué. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons vendu. Donc c'est là-bas j'ai connu la dame, il a des domaines là-bas, tout ça. Mais dans notre 163 états sur lesquels se pose le problème ainsi, si quelqu'un signe un reçu là-bas, peut-être c'est de l'autre côté, nous, on n'a jamais signé quelque chose là-bas qui appartient à la dame. Alors, ça veut dire que dans votre domaine, là où se trouve actuellement, enfin là où le problème se pose actuellement, est-ce qu'il n'y a pas dame Aïcha qui constitue également l'une des acquéreurs? Non. Non. Si quelqu'un a les preuves, vous allez voir. Même les plans qui se voient dans les vidéos, si vous voyez les plans, c'est le nom Djobo Bassirou qui est sur le plan. Je ne trouve pas où les gens... je ne trouve où les gens voient le nom Aïcha. Mais si quelqu'un dit que non, Kofi Tumba... Djobo en question, est-ce que c'est une dame ou bien... Djobo, c'est un monsieur. C'est un monsieur? C'est un monsieur. Ah, d'accord. C'est un monsieur. Ok, Jean Le Grand Pollerini, vous avez une question pour monsieur Kofi? J'avoue que c'est maintenant que je prends un peu plus connaissance de la situation. Donc, si je comprends bien, ce n'est qu'uniquement les 163 hectares qui ont un problème actuellement au niveau de l'ATCOP. Oui, c'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui à l'ATCOP. Ok. Vas-y, Ambroise. Oui, Ambroise. Bon, moi, je suis confus dans ma tête parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a des confusions. Parce qu'entre-temps, d'abord, je voudrais savoir qui a creusé les tranchées. Ça, c'est un. Parce que le nom, Madame Aïcha vient souvent. Tu lui avais demandé quel lien y a-t-il entre elle et Aïcha. Le reportage fait par Roger touche là où les personnes là habitent, ou le tranché qu'ils ont fait. Maintenant, au même moment, le monsieur dit que c'est une zone marécageuse. Maintenant, je veux savoir sur quel mur les huissiers sont venus écrire. C'est dans quel domaine ils sont venus écrire. Et en plus, faire une tranchée de cette envergure doit émaner d'une puissance publique. D'une puissance publique, c'est-à-dire que de la mairie ou de la préfecture.
ça, c'est encore ma troisième préoccupation. La quatrième, c'est que, en quel nom il parle? Parce que Roger n'a pas attaqué les mandataires. Roger a attaqué. Non, mais. Roger n'a même pas attaqué qui que ce soit. Roger allait faire un reportage. Parce que c'est les gens qui criaient sur le fait qu'ils sont en train d'être délogés quelque part. Maintenant, nous, notre problème en tant que journaliste ici, c'est que c'est notre confrère qui est en danger. On veut l'atteindre. C'est-à-dire que le problème se dirige en 3 volets, ou en 2 volets. Il y a un problème foncier qui mine les gens de là-bas et ce que Roger allait couvrir. Maintenant, j'ai l'impression qu'on laisse la proie pour l'ombre parce que Roger est en danger actuellement et on nous parle d'un problème foncier où on ne sait même pas où se trouve Mme Aïcha dans ça, alors que le reportage concernant la parcelle achetée par Dame Aïcha et ceux qui ont crié dans le micro de Oui, mais Ambroise, ce que moi je voudrais faire comprendre, c'est qu'il y a tellement de confusion. S'il vous plaît. Ce que moi je voudrais faire comprendre, en fait, c'est nous qui avons invité l'un des mandataires, bien sûr, pour comprendre sur cette question de foncier. Et ce qui concerne alors notre confrère, on va en discuter entre nous. Okay. Là, il n'y a même pas de souci. On va en discuter entre nous. Mais là, concernant... Ça, justement, c'est la question concernant. Oui, la question foncière, je pense que c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est comme il y a aussi un flou. J'ai posé plusieurs questions. Oui. Est-ce que c'est la mairie qui est venue faire les barbelés et les tranchées? Voilà. Parce que ça doit être un travail de puissance publique. Ça, c'est un des deux. Donc, est-ce que c'est eux qui ont fait en tant que mandataires? Maintenant, de quoi je me mêle? C'est eux. De quoi ils se mêlent? Parce que le reportage n'a jamais concerné les mandataires. Maintenant, ça réveille, le reportage de Roger a été utile plutôt, et ça réveille un autre dossier qui est toujours clivant. Oui, mais je dis, au tribunal. Donc j'aurais aimé qu'il nous explique l'affaire de Roger, bien sûr, on va en parler entre nous. Qui nous explique un peu. Mais monsieur, si on nous dit que le journaliste ne nous a pas touché, moi je dis non. Qu'est-ce qui a suscité tout ça là? C'est nous les mandataires qui ont écrit sur les murs. Donc je dis très bien ici, les constructions là se trouvent dans notre domaine. Objet de titre foncier 388. Maintenant, aujourd'hui, il parle du tranché. Nous, on n'a jamais fait trancher. Nous, on a creusé des caniveaux. Donc, c'est canalisations que nous avons fait. Donc, les canalisations que nous avons fait, les canalisations là, n'a pas occupé une maison, ni une habitation, ni une école, ni une pompe comme la vidéo les déclare. Donc, je suis venu ici en tant que propriétaire pour dire que ce que le journaliste l'a dit, les vidéos qu'on monte là, dans notre zone, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Maintenant, on parle des barbelés. C'est des mesures de protection. Quand on a fait des creusets, c'est des trous. Maintenant, ces trous, quelqu'un qui ne connaît pas le quartier, quelqu'un qui est étranger dans le quartier, c'est une zone où il y a la pluie, je dis. Quand il y aura, au moment de pluie, l'eau reste dans cette canalisation. Un enfant peut vouloir nager, un enfant peut vouloir aller se baigner là-dedans, se doucher là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On a pensé mettre des poteaux séparés de 3,5 mètres. Maintenant, en plus de ça, dans les poteaux, on peut rentrer aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? D'où l'idée de barbeler pour protéger. Quand vous allez sur le site, vous allez voir que les poteaux là ne sont pas faits vers le terrain là sur lequel nous voulons travailler, mais plutôt de ce côté. C'est ça. Qui a autorisé, justement? Est-ce que vous avez reçu l'autorisation? Il parle de nous. Qui c'est nous? Oui, allez-y d'abord, oui. Nous avons travaillé avec Jobo, dont je dis. Oui, j'ai toujours dit ça, que nous avons travaillé avec Jobo. Et nous avons eu une autorisation d'huile et à forme. Nous avons eu une autorisation. Et le travail n'est pas fait seul avec la mairie. Mais on a travaillé avec une délégation de la préfecture et une délégation de la mairie. C'est ensemble tout ça là qui nous a conduit à avoir l'autorisation de canaliser l'eau vers le fleuve. Qui a financé les travaux? Mais, monsieur le journaliste, à moins que vous avez une idée, mais quand on dit qui a financé les travaux, c'est un travail de puissance publique. C'est un travail de puissance publique, il ne le fait pas, l'eau arrête les gens. Donc c'est Jobo qui a financé les travaux. D'accord. Ok, oui, Magoula? Oui, merci Pascal, et merci à l'invité pour son développement. Et j'avoue que je découvre un peu le sujet au fond, mais je reste un peu perplexe par rapport à certains points cités. Entre-temps, l'invité disait que le domaine a été
disons, déclarés d'utilité publique par l'autorité. Et après, il est dit également que les caniveaux sont en réalité leur propre initiative. Même si l'invité nous dit qu'ils avaient eu l'autorisation et tout, mais j'ai envie de dire honnêtement, disons, l'urbanisation, les travaux de caniveaux, tout ça, en réalité, c'est dévolu à qui dans un État civilisé où il y a les institutions qui travaillent, il y a l'État. Est-ce que c'est les communautés qui se lèvent et puis décident de faire des caniveaux ou alors on fait une démarche commune avec l'État et puis bon, on déclenche le processus? Merci beaucoup. J'ai dit, ces démarches ont été menées par nous vers la commune d'Agogne-Vessissé qui est à Déticopé. Et comme vous venez de le dire, c'est au Togo que moi je vois qu'on dit c'est l'État qui tu peux le faire, mais pas se lever le faire. Il faut aller vers l'autorité du territoire qui est la mairie. Et c'est ce que nous on a fait. Ce n'est pas on va attendre que c'est l'État qui va venir. L'État peut venir. Mais quand l'État ne vient pas, toi individu, toi citoyen, tu as ta maison, bien tu as ton terrain là-bas, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu ne peux pas dire que j'ai de l'argent, je vais faire. Il faut faire avec l'État. C'est ça qui a fait. Alors, ce qu'on comprend, c'est que vous avez eu l'autorisation. Nous avons eu l'autorisation avant de faire la canalisation. Oui, Jean Legrand. Oui, j'ai juste une dernière question. Il y a vous avez cité un nom, un certain Djobo qui revient. Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce monsieur Djobo est un acquéreur? Oui, il est acquéreur. Auprès de vous, en fait. Bien sûr, auprès Donc, des collectivités. Si je comprends bien, dans les 163 hectares, oui. vous avez déjà commencé par vendre une partie à monsieur Djobo. C'est ça. Voilà, et donc c'est ce monsieur, en fait, qui a financé les travaux dont vous parlez. Bien sûr. Et bon, il se dit que les autres disent que ces travaux les empêchent d'aller au niveau de l'école, et etc. Mais vous nous dites qu'en fait, il n'y a pas de ce type d'infrastructure dans la zone. Non. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas une pompe, il n'y a même pas des habitations. Les gens n'habitent pas là-bas. Okay. Là où les gens habitent, c'est là qui a fait objet des mentions, cessation des travaux. Là. Donc, si nous comprenons bien, le nom de Dame Aïcha qui est cité, elle n'est pas acquéreur dans les 163 Moi, en tant que co-mandataire, je n'ai pas vu la dame. Même on dit qu'on est en train de travailler, elle est de partir, elle nous a dit bonjour, c'est ça que les gens interprètent mal. Moi, je n'ai pas vu ça. On a fait tout avec monsieur. Je ne sais pas si c'est Djobo qui s'appelle encore Aïcha. Mais vous avez dit que Djobo, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Mais c'est ça, je dis, la dame Aïcha, c'est son domaine qui est au bord du goudron, là. Okay. Jusqu'à il a des ça ne se trouve pas dans votre domaine. Non, ça se trouve dans les titres fonciers, mais pas dans les 163, là. Ok, d'accord. Vous comprenez bien. Oui, ça se comprend. Mais maintenant, c'est quoi la situation sur le terrain aujourd'hui? Merci beaucoup. Quand les gens ont crié, rapidement, les autorités nous ont saisis. Le lundi qui suit le dimanche, la traite tout le matin, nous tous on s'est rassemblés là-bas. Donc, quand on était partis, ils nous ont posé des questions. Et les autorités, ils nous ont posé des questions, on a expliqué les faits. Donc, ils ont dit, voilà la situation. Donc, comme il y a des filles de fer barbelé, que les gens parlent d'enlever. Donc, dans ça, au même moment, les gens même se sont autoproclamés, ils ont détruit déjà, ils ont fait tuer des vendeurs, ils ont détruit 46 poteaux et des barbelés sont à terre. Donc, quand on a vu tout ça là, bon, là, vous pouvez servir les gens, ils disaient pas. Sinon, nous, on a prévu des voies. Ce qu'on dit là aussi, on a prévu 3 voies. Même on a fait une voie plus de 20 millions là-bas. Si vous allez voir, nouvellement fait, pour aller sur le domaine. Sinon, quand on bloque, nous-mêmes, on va faire comment pour aller sur le site. Mais c'est que les gens, c'est pour ça que je parle de montage, sinon on aurait emprunté la voie là pour aller sur le site directement. Donc, je dis que il n'y a pas des infrastructures dans le domaine là-bas, ni des gens. Comme nous, quand on fait ça, c'est ça même qui amène l'eau. À Dédicopé, c'est un lieu, l'eau est proche de la terre. Donc, quand nous on creuse même déjà à 1,50 m, à certains endroits, l'eau même sort. Donc, comme vous dites déjà que c'est un endroit, un espace marécageux. Merci. Donc, et ce qui est bien aussi, ce n'est pas trop loin. On peut toutefois se transporter, aller voir ce que nous disons. Eh bien oui, moi, ma question... Et maintenant, vous dites, la situation, actuelle, oui. Merci, quand on était partis, ils ont dit, bon, comme les gens, ils ont montré 2 endroits qu'ils passent là-bas pour aller au champ. Sur le site, ce n'est plus à l'école. Devant les autorités, ils nous disent que c'est pour aller au champ.
Donc on nous a demandé de faire des passerelles pour qu'ils passent aller là-bas au champ, en attendant ce que l'autorité décide ce qu'on va faire avec ceux-là qui ont creusé là-bas. Donc plusieurs réunions se font pour le moment et tout est calme. Parce qu'on a appris que le ministre de l'administration territoriale était venu alors sur le terrain et est-ce qu'il vous a rencontré et qu'est-ce que vous avez dit ensemble? Le ministre de l'administration territoriale, oui. En tout cas nous sommes nombreux, même moi, je n'ai pas rencontré le ministre de l'administration territoriale. Donc, quand vous dites que les autorités vous ont saisi, vous parlez de qui? Et je parle des autorités locales, c'est-à-dire à qui appartient à Déticopé là. C'est-à-dire il peut y avoir le maire avec son équipe, il peut y avoir le préfet avec son équipe. Oui, concrètement, oui? Qui est venu? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le ministre? Les gens sont venus massivement, beaucoup. Peut-être d'autres peuvent être là. Peut-être même si le ministre est là, il y a beaucoup de gens, moi je ne l'ai pas vu. Vous ne savez pas à qui vous aviez affaire. Vous avez discuté avec, on a discuté avec le préfet. Vous avez discuté avec le préfet d'Agon. C'est avec le préfet d'Agon. Voilà. Oui. C'est en face du maire d'Adéticopé. Mais maintenant, est-ce que vous avez dit qu'il y a des réunions qui se font. Est-ce que ça veut dire que le problème est en passe d'être résolu? Franchement, on va là-bas à tout moment. Et au moment, je profite pour remercier les militaires et les gendarmes et les policiers. Pardon. Parce que nous sommes sur les policiers et les gendarmes. Ils nous ont accompagnés. Tout ce que je dis là, les parcellaires et l'enlèvement des barbelés là, comment on nous a dit de faire là, c'est eux qui nous ont accompagnés et on a fait. Donc il n'y a plus quelque chose sur le terrain. Il n'y a plus quelque chose sur le terrain. On va quitter le sujet. Vous restez avec nous, puisque déjà à partir de midi, des gens vont appeler, bien sûr, vos compatriotes, les Togolais vont appeler. Ou bien, Ambroise, je ne sais pas si vous avez encore une question. Pas question. Moi, j'ai des contributions d'ordre général sur ce dossier-là. Oui. Vous savez, nous sommes dans un pays où on ne sait pas qui est qui fait quoi, quand. Mais quand ça se produit, on sait en même temps qui pourrait être tant dans tel dossier. Il a dit le ministre a été présent. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit ça que le préfet. Il a dit que les gendarmes étaient présents sur les lieux pour l'enlèvement des barbelés, tout ça là, les policiers, tout ça là. Ceux qui sont apparus dans le reportage de Roger, je ne crois pas en l'état actuel dans notre pays qu'ils vont encore ouvrir leur bouche. Parce qu'on se connaît très bien dans ce pays. Les gens sont capables d'aller les intimider là-bas. Demain, ils auront même actuellement peur, ils seront dans leur chambre. Ils ne pourront même plus sortir parce qu'on leur dira que vous avez créé un problème, vous avez créé un tollé. Parce qu'aujourd'hui, c'est Roger qui risque d'en payer le prix. Mais eux aussi, on n'en parle pas, mais c'est eux aussi seront dans un fou tout actuellement. Pour vous dire que dans ce pays, on n'aime pas régler les problèmes de façon honnête et judicieuse. C'est-à-dire qu'on aime étouffer les gens. On aime mettre les gens dans un trou et fermer le trou. C'est ce qui se passe dans ce pays. Au point que le cas Roger a créé un tollé. Et ce tollé-là dérange. Roger, puisqu'il s'agit de lui, on l'appelle quoi? Qu'est-ce que le contenu? Producteur de contenu. Nous, on sait que Roger est un journaliste. Il peut avoir la carte de presse ou pas. Ce n'est pas là le problème. Un citoyen lambda qui constate un fait d'injustice peut relayer ça. Comme en France, ça se passe. Les gens ont cogné des gens, les gens font la vitesse, ils ont bu de l'alcool. C'est des gens qui sont dans leur maison à étage, qui ont filmé, qui a permis à la police de révéler que c'est ce monsieur qui a fait tant, même aux États-Unis. Pourquoi ici on veut être hors la loi? On parle d'une loi. Bon, Roger a fait un reportage. En quoi le reportage de Roger dérange? Et si Roger n'a pas révélé ça, est-ce qu'on saura aujourd'hui qu'il y a un grand litige foncier qui est là-bas? Le monsieur l'a dit. Ça veut dire que le reportage de Roger a été utile. Et Roger n'est pas à sa première. Non, je ne sais pas. Roger, laissez-moi parler. Roger, je vous dis, qu'il n'est pas à sa première, il fait des reportages. Mais pourquoi c'est ça qui dérange? Je l'ai dit sur cette radio. Que les gens sont prêts à donner quitus à un monsieur ou à une dame d'acquérir 92 hectares. Un individu lambda dans ce pays prend 92 hectares. C'est incommensurable. Qui peut autoriser ça s'il n'y a pas de grosses bosses derrière ça? La preuve aujourd'hui, c'est celui qui a fait le reportage qu'on est en train d'intimider, de menacer de mort. On laisse le problème à part. Oui, il est menacé de mort. Non. Comment non? C'est lui-même qui le dit. Il est menacé de mort.
Pas vous. Je ne parle pas de vous. Pas de vous. Non, on ne parle pas de Le monsieur m'a menacé de mort. Ça veut dire que le monsieur dont vous parlez qui est à Kéro là, et madame Aïcha, tout ça là, entre Aïcha et madame, comment vous l'appelez? Djebo, il n'y a pas de la frontière, elle est un peu restreinte. Moi, je ne sais pas. Ah, vous devez savoir. Bon, c'est pour vous dire qu'en réalité, le problème de Roger, en tout cas, Roger est un mortel, tout comme ceux-là qui l'intimident. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire même au ciel. Eux aussi partiront un jour, Roger aussi partira un jour. D'accord. Mais Roger, merci. C'est l'utilité du reportage de Roger qui nous importe ici. D'accord, oui, justement, on va parler de Roger, bien sûr. Oui. Non, mais merci. On va justement, après tout, vous aurez la parole. Ça, c'est quand les auditeurs vont réagir. On va parler, bien sûr, alors de Roger, puisque il a dit, bien sûr, qu'il est menacé de mort et avec aussi des intimidations. Et des journaux sont revenus, bien sûr, sur cela. Et Canal D, Jean, vous êtes revenu sur cela. Vous écrivez « Conflit foncier à la Técopé, Roger Amemavo au cœur des menaces ». Et vous continuez, vous dites « Le retour des vieux démons, le CONAP, le PPT, le SYNGIT et l'OTM dénoncent. Le gouvernement se veut rassurant. Un véritable test pour l'indépendance des pouvoirs ». C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que je ne vais pas entrer dans le fond du sujet. L'invité a déjà fait mention. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la situation de notre confrère qui, en somme, n'a juste fait que son travail. Parce qu'il a appris qu'il y a une situation quelque part, il est parti tendre son micro et il a fait le travail. Aujourd'hui, quand j'écoute le mandataire, on a l'air comme si tout va bien. Mais moi, ça me fait un tic dans la tête. Si tout va bien, pourquoi est-ce que notre confrère est donc menacé? Si tout va bien, c'est-à-dire que quelle est l'utilité de menacer le confrère s'il n'y a pas un problème? Je ne dis pas encore que soit c'est le mandataire qui entend, mais cela nous amène à réfléchir en fait. Et quand nous parlons de vieux démons, les menaces sur les confrères journalistes, ça c'est il y a longtemps. Mais aujourd'hui où des efforts ont été consentis par les autorités pour permettre quand même une liberté d'expression et un libre exercice du journalisme, on est en droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce que un simple reportage sur des personnes qui se plaignent peut entraîner des menaces de mort? Mais quand vous racontez le confrère, il le dit clairement, il y a des appels anonymes, il y a des messages qui lui sont envoyés. Et si c'est établi, parce que même quand vous voyez le communiqué du gouvernement, le gouvernement dit suivre la situation de près. C'est ça. C'est que le gouvernement est conscient que effectivement il y a quelque chose. Mais pourquoi est-ce que le confrère est menacé? Si le confrère est menacé, c'est que son reportage a touché quelque chose où fortement il y a peut-être une incohérence que actuellement nous ne pouvons pas savoir. Mais je remercie quand même les organisations de presse, le CONAP, le SYNGIT, le PPT et l'OTM, qui d'un commun accord ont dénoncé quand même la situation que vit notre confrère et qui ont apporté un soutien et qui ont demandé à l'État quand même d'assurer la protection du confrère, parce que nous sommes dans un état de droit et nous sommes conscients que le journalisme libre constitue un pilier pour la démocratie. Et nous posons la dernière hypothèse, c'est quoi? C'est un véritable test pour l'indépendance. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses qui vous donnent le pouvoir. Il y a l'argent et il y a la position. L'argent et la position. Et quand quelqu'un a autant d'argent ou quelqu'un a une position très élevée, c'est facile de brimer les autres. Voilà pourquoi il faut des lois quand même pour cadrer cela. Parce que tout le monde n'a pas la même puissance financière, tout le monde n'aura jamais les mêmes positions. Mais quand il y a la loi doit s'appliquer pour que quelqu'un ne puisse pas outrepasser son pouvoir et intimider l'autre. Et ici, nous attendons que l'État puisse se prononcer et qu'on puisse voir clair dans cette affaire. Et qu'on poursuive les investigations pour comprendre qui menace le confrère en fait et quelle est la raison pour laquelle il est menacé. Parce que moi, je le dis encore, si le confrère est menacé, c'est parce qu'il y a certains derrière qui ont été touchés par ce reportage et qui craignent qu'un certain pot-au-rose soit découvert. On n'a pas besoin d'être érudit, on n'a pas besoin d'être prophète pour le comprendre, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. D'accord. Oui, mon cher ami Magoula. Magoula, vous titrez à la une de votre journal ce matin, n'osez pas. Et là, vous mettez la photo alors de Roger Amemavo à la une du journal et vous écrivez Roger Amemavo, journaliste, présentateur télé
et défenseur des droits de l'homme et serait menacé de mort par des individus après un reportage à la TCOP. Et vous écriviez à la suite de cela, n'osez pas. Ah oui, vous savez, en de pareilles circonstances, il faut se dire que derrière Roger, il y a toute une corporation. Et rester impassible face à ces situations, c'est se mettre en danger tout seul et volontairement. Et l'occasion était toute faite pour que la corporation des journalistes que nous constituons, nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire à ces individus, parce que j'ai foi, je crois en notre confrère, il n'a pas suffisamment mangé, s'est rassasié pour venir dire qu'on le menace de mort. C'est parce qu'il y a justement quelque chose derrière. Et nous disons qu'en réalité, le journaliste, le secrétaire général des Nations Unies l'a dit tout récemment, c'est un lanceur d'alerte. Et quand vous écoutez notre invité parler, il a dit quelque part qu'après le reportage, les autorités les ont appelés et après, on a dit d'enlever les barbelés. Ça voudrait dire quelque part, on avait constaté qu'il y a une situation anormale et qui empêchait l'humain de vivre normalement. Et n'oublions pas, nous sommes dans une république. Vous pouvez avoir le droit de votre côté, mais n'érigez pas vous en justicier. Ça s'appelle de l'anarchie. Et quand un journaliste qui est un porte-voix se met à le dire, ne le prenez pas pour cible. Il ne fait que son travail. Attaquer Roger, il est mortel. Du jour au lendemain, il peut partir. Mais vous ne partirez pas, vous ne mourrez pas. Mais je dis, et Jean l'a dit, l'argent rend fort, mais l'argent ne donne pas tout. Il faut que les gens s'asseyent, mettent un miroir devant eux pour dire, moi qui ai tant de fortune sur terre, demain je mourrai. Je n'apporterai rien du tout. Aujourd'hui, peut-être on tente de présenter Roger comme quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui aurait fait des montages et tout. Tant pis pour ceux qui le pensent. Roger, nous on le connaît comme un journaliste, patenté même, chevronné, qui a officié sur des médias internationaux, dont Voice Africa, que tout le monde connaît si bien. Il est très bon. Il est très bon, présentation d'émissions, mais vous le voyez, impeccable. Il fait partie des meilleurs actuellement sur place. Toute personne ne vient nous dire le contraire. Roger, c'est un journaliste patenté. Maintenant, dans la vie, vous savez, on dit, quand même l'émission qu'on fait ici, ça va plaire à certains, ça ne va pas plaire à certaines. C'est comme ça la vie. Mais prenons juste le bon côté des choses. Aujourd'hui, quand on veut attenter à la vie de Roger, je dis, c'est assassiner notre jeune démocratie. Parce que dans un pays, il y a d'un côté les politiques qui font leur jeu politique. Il y a aussi la presse et les organisations de défense des droits de l'homme qui jouent un peu le rôle de contrepoids, n'est-ce pas, pour amener l'autorité à voir peut-être ce qu'ils ne voyaient pas ou ce qu'elle ne voyait pas. Et le but final, c'est de perfectionner les choses. Mais aujourd'hui, on veut prendre le confrère pour cible. On se demande, mais pourquoi ? Vous voyez, même le gouvernement réagit. Le gouvernement dispose de tous les outils nécessaires pour faire ces enquêtes. Et si le gouvernement réagit, ça veut dire que quelque part, ils ont compris qu'il y a une situation et qu'il fallait réagir. Et vous allez voir que même toutes les organisations de presse ont sorti un communiqué. C'est rare chez nous. C'est rare. Il faut dire la vérité. C'est rare qu'on parle d'un journaliste qui serait menacé. Et qu'il y a unanimité dans la corporation. Donc, ne noyons pas, comment ça se dit, le travail fait par... Voilà, ne noyons pas le travail. Regardons juste la situation qui est là. Et s'il y a un début de solution où il y a quelque chose à réparer, faisons-le tout simplement. C'est pour ça qu'on est là. On est contre personne. Ok, merci. On va quitter le sujet. Ambroise, on s'intéresse et justement, on reste toujours alors dans les questions alors de litige foncier avec les réserves administratives. Tout récemment, il y a le ministre Odabalo Awate, le colonel bien sûr, qui a fait sortir justement une note. Et dans cette note, le ministre a justement fait savoir surtout aux maires que pour ce qui concerne, ou en ce qui concerne alors les réserves administratives, que les maires n'ont pas justement l'autorisation alors de se procurer de ces autorisations, de ces réserves administratives, et qu'il y a des démarches selon surtout la loi foncière, il y a des démarches à mener pour avoir cela. Est-ce que on pourra dire que c'est
en quelque sorte une sortie qui en vaut ou qui en valait la peine? Bon, je crois que selon la réglementation, j'estime qu'il est dans son droit, même s'il en fait de trop, avec des pressions sur les maires qui sont élus alors que lui-même il est nommé. Sur ce point spécifique, je crois qu'il a une part de raison, tout simplement parce que je crois que la loi 2018 sur le code foncier a prévu que le légataire ou le mandataire des réserves administratives se trouve être le ministère des Finances. Et il y a un autre ministère, je crois, le ministère des Finances et de l'urbanisme, quelque chose comme ça. Et donc, avant d'exploiter une réserve administrative, ou avant qu'une réserve administrative ne soit exploitée, il faut un arrêté interministériel, y compris le ministre des Finances, le ministre de l'administration territoriale, je crois, et le ministre de l'urbanisme, quelque chose comme ça. Donc, c'est un arrêté interministériel qui règle la question des réserves administratives, si tant est que cette réserve-là est intéressée par telle ou telle personne, soit des entités publiques ou entités privées, comme nos églises et autres. Maintenant, est-ce que c'est aux maires qui devaient s'adresser? C'est vrai que les territoires sont coiffés par les maires, mais il a un commis administratif qui est le préfet, en principe. Le préfet pouvait régler ces détails-là. On peut envoyer un courrier aux maires pour les informer que ça, je parle de l'administration, du fonctionnement administratif même de la chose publique. Et donc, il peut envoyer un courrier au maire comme quoi le préfet sera le garant de l'utilisation de tel ou de tel territoire. C'est vrai qu'en matière de travaux publics ou en matière d'investissement sur des œuvres publiques, c'est les maires qui sont habilités à le faire. Et donc, c'est en ce sens-là que le canal est passé par les maires. Mais je crois que le préfet étant le commis direct ou le représentant direct du ministre de l'administration du gouvernement dans les préfectures, je crois que c'est de son ressort. Mais ce qui est sûr, c'est que les maires ont eu l'information. Et ce qui est intéressant, c'est de protéger les réserves administratives pour que ces réserves-là ne servent pas de n'importe quoi. Vous allez voir effectivement ces réserves-là qui sont utilisées par certaines mairies pour pouvoir organiser des foires et tout ça là. D'accord, ça aussi c'est pas mal. Mais il faut que, parce qu'à force d'utiliser, on se connaît, nos communautés là, ça peut être vendu à tout moment. C'est peut-être pour ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que le milieu dans lequel nous vivons, les gens sont capables de vendre, ils peuvent vendre tout eux-mêmes leur propre maison. Parce que le chemin peut l'induire en erreur, en vendre la réserve. Et donc, aujourd'hui, il est cohérent, hein, il est cohérent que les maires soient au courant, tout au moins, que ces réserves-là, avant d'être exploitées, il se peut que les maires même choisissent de construire quelque chose là-dessus. Et là aussi, il faut demander au ministère des Finances et au ministère de l'Urbanisme. D'accord. C'est ça. Ok. Oui, Jean, sur ce communiqué alors du ministre, est-ce que finalement, oui, la loi est là, comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que ça ne limite pas aussi ce pouvoir alors des maires pour la construction des infrastructures, surtout sur les réserves administratives? Oui, le communiqué est clair. Vous savez, tu l'as dit, la loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Le ministre a pris soin de rappeler que les collectivités locales ont deux options. Soit acquérir un terrain auprès d'un privé, ou soit suivre la voie hiérarchique pour obtenir de l'État une place pour la réserve. C'est des deux choses l'une, en fait. Mais je comprends que lors de la première mandature, beaucoup de conseils municipaux n'ont pas été formés. Vous savez, on est rentré clopin dans cette décentralisation. Et c'est maintenant que beaucoup de conseillers municipaux, après le premier exercice de la mandature, certains commencent par comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et maintenant, le ministre s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de ratés, de dérapages. Et maintenant, il faut commencer par recadrer les choses pour que les conseillers municipaux sachent ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, je dis qu'on a déjà la NFCT qui a été créée pour quand même former ces maires-là, former ces conseillers municipaux sur les rudiments de la gouvernance locale. Et je crois qu'il faut aller plus en profondeur et que les maires dépassent ce niveau-là d'acquérir les petits trucs. Il faut qu'on innove. Aujourd'hui, les mairies sont attendues à un niveau supérieur. Il faut générer de la richesse.
il faut apporter rapidement des solutions aux besoins des populations. Il ne faut pas rester dans les bureaux seulement dire on a été élu maintenant, bon, on va jouir, utiliser tout ce qui est en notre disposition. Non, il faut faire preuve de génie créateur et on les attend plutôt sur ces aspects-là. D'accord. Oui, Maroula, quelle est votre analyse alors sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale? Non, je crois que le ministre est dans son plein droit. Vous savez que, quoi qu'on dise, c'est vrai que les maires sont élus, mais le ministre est l'autorité qui coiffe aussi, en tout cas, le secteur de la décentralisation. Donc, forcément, il a son mot à dire. Et s'il le dit, c'est parce que, après un travail préalable qui a été fait, il a dû constater certainement qu'il y a eu beaucoup de soucis, sur le terrain. Et justement, lorsqu'il s'était agi d'évaluer la première mandature de la gouvernance locale qui est là, et que forcément, il faut recadrer les choses. Et quand je prends ce courrier, je me rends donc que l'autorité a décidé à un moment donné d'amener tout le monde à jouer pleinement sa partition. C'est-à-dire que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que quelque part aussi, les terrains qui appartiennent, n'est-ce pas, à des individus, ça ne facilite pas trop les choses. Et quand ça appartient aux individus, c'est que quelque part aussi, il y a de ces, disons, élus locaux qui en sont pour quelque chose. Voyez-vous? Et il y a d'autres acteurs, hein. N'oublions pas aussi qu'entre-temps, la APULSI avait sorti un rapport qui épinglait plusieurs profils qui travaillent justement à ce que ces problèmes de foncier règnent toujours et toujours. Et donc, je crois que c'est tout à fait normal. Et ailleurs, le terrain appartient carrément à l'État. Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Je crois que petit à petit, on va arriver à un cadre normatif qui fera qu'on limitera au maximum le pouvoir des individus au détriment de l'État. D'accord. On termine avec ce sujet. Là, je l'évoquais en début d'émission dans mes mots introductifs. Le gouvernement qui intensifie ses actions et face à la recrudescence des accidents graves enregistrés sur les routes nationales. Et il y a désormais, bien sûr, une opération et le ministère de la Sécurité a lancé dans ce sens alors une opération spéciale sur l'ensemble des axes routiers du pays. Et concrètement, plusieurs mesures sont prises comme l'intensification des contrôles de vitesse, la répression rigoureuse des dépassements dangereux, l'élimination immédiate de tout mauvais stationnement et de tout encombrement de la voie publique. Et à cela s'ajoutent aussi des contrôles stricts des chargements et de la conformité des transports en commun. Alors là, on en a toujours parlé déjà dans ce studio. On dira tout simplement que le ministère veut prendre maintenant à bras le corps cette question alors de la sécurité routière. Oui, je crois que c'est un truc, c'est une sortie intéressante, mais auquel on peut ajouter d'autres choses. Tous ces contrôles dont il parle, je crois foncièrement que ça peut essayer de réduire quelque chose. Mais quand je prends les gros porteurs et leur couloir ou leurs horaires de circulation, ça n'a pas été mentionné. Et la présence des forces de l'ordre pour contrôler le passage à des heures bien indiquées des gros porteurs. Je parle de camions de transport de sable, des titans et tout ça là. Si je prends juste la route de Ségbé, à une certaine heure, vous ne pouvez plus faire un dépassement. Donc, je crois que, par exemple, les bus de transport en commun qui vont jusqu'à Dapaon, je ne sais pas, hein, ça me renvoie toujours au train. Si on a un train qui quitte Lomé jusqu'à Saint-Cassé, je vous le jure, que ça va réduire au maximum les cas d'accident de Wahala. Il y a encore un qui s'est produit hier ou ce matin même à Wahala ou quelque part comme ça. C'est toujours le même véhicule. Bon, je ne vais pas donner le nom pour faire une mauvaise publicité. Mais je me dis que ces bus-là, je ne sais pas si c'est les démons qui entrent les bus-là et ils font chaque fois accident. Soyons sérieux. Le bus dont on parle n'est venu sur le marché qu'à peine 3 ans ou 2 ans. Mais non, alors que moi, je prends souvent LK. La compagnie, vous voulez dire. La compagnie. Moi, je prends souvent LK qui est derrière Akikame là-bas. Là. Même Poste. Je prends Poste. Bon, je n'ai jamais eu de ce problème. Mais il y a un nouveau bus là qui est arrivé là.
Bon, je ne sais pas. Vous avez dit il faut exorciser. Donc, je crois qu'il faut. Oui. Tu as déjà cité Oui, mais plusieurs finalement, compagnies. oui. Non, j'ai cité des compagnies, mais celui dont on parle souvent, qui est souvent objet d'accident, je n'ai rien contre eux. Ne la citez pas. Parce qu'il faut ce qu'ils peuvent pour aussi accompagner. Mais je crois qu'il faut désenvoûter. Il y a des esprits qui entre cette compagnie-là. Sérieusement, ça c'est un. De deux, je crois qu'il faut maintenant un chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé. Le ministre a bien fait. Ce qui me plaît chez ce ministre, c'est que c'est comme Yaka en son temps. Il veut prendre les taureaux par les cornes, il agit. Quand on fait les débats, il agit conformément. Je le dis honnêtement, ça me va droit parce qu'il nous écoute. Comme on dit souvent, le président lui-même, le PC même, nous écoute. Maintenant, qu'il fasse un plaidoyer pour que, je salue au passage nos amis de la DSR, des transports routiers, qu'il y ait un chemin de fer. C'est le deuxième moyen le plus sûr au monde, le transport, pas l'avion. Mais la route tue. La troisième chose pour chuter, c'est qu'on n'a pas de voies élargies. On n'a pas d'autoroute au Togo. Mais nous avons des parcs, nous avons des compagnies qui vont jusqu'à Kara, Dapan, Sokolé, à Saint-Cassé. Mais on n'a pas, sincèrement, on n'a pas d'autoroute. Au moins, on doit avoir une autoroute de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, bien large, de 4x4 ou de 2x2. Comme aux États-Unis, vous allez voir les voies de 4x4, 6x6. Vous allez voir plusieurs véhicules, on n'a pas un seul échangeur. Mais ma priorité, c'est un chemin de fer. D'accord. Avoir un train moderne comme à Dakar ou au Maroc, on peut le faire. On prend 600 milliards, on peut le faire. D'accord. Merci. Oui, Jean. Oui, la décision du ministre, nous la saluons parce qu'enfin, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Effectivement, c'est quelque chose de bien. Vous avez vu, nous l'avons titré à la une de notre journal, également disant que la route nationale numéro 1, on a aujourd'hui en moyenne un accident par jour. C'est extrêmement grave et c'est des vies humaines qui partent. Au-delà de ce qui va être fait, du suivi, des brigades motorisées et tout ce qu'on va faire, Ambroise a abordé deux aspects qui, moi, m'intéressent. La mise en place d'un chemin de fer et le dédoublement de la nationale numéro 1. On nous l'avait promis il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas être encore à ce niveau. Et encore plus que maintenant, moi, j'ai dit un truc. Le Togo est en partenariat plus resserré avec les pays de l'AES. Cette voie est davantage utilisée. C'est la voie là qui dessert le port autonome de Lomé. Sans cette voie, le port ne serait pas très viable. Toutes les marchandises qui quittent du Togo pour aller vers le Burkina, le Mali, le Niger, tous empruntent cette voie. Moi, je me dis à un moment donné, pourquoi ne pas avoir un partenaire avec ces pays? Dit, ok, voilà, cette route va nous coûter, je dis n'importe quoi, 100 milliards de francs CFA. Vous qui l'empruntez le plus, apportez une moitié et l'État togolais apporte la moitié. Pour qu'en un temps record, on puisse véritablement rétablir cette voie. Parce que quand vous l'empruntez, ma foi, avec les nids de poules qu'on a, on se pose des questions. Mais moi, j'ai dit autre chose. Si un pays voisin, notamment le Ghana, aujourd'hui avec le port de Tema, le chemin de fer est mis en place, je vous dis, le port autonome de Lomé va perdre de sa superbe. Et aujourd'hui, c'est une guerre entre les pays. Parce que tous les pays veulent mettre en place ce qu'il faut pour attirer beaucoup plus d'opportunités. Et nous, on a déjà naturellement un port en eau profonde. Il faut qu'on puisse capitaliser et qu'on fasse une budgétisation. Je ne suis pas celui qui va apprendre aujourd'hui à nos autorités à faire une budgétisation, mais nous sommes en train de faire quelques apports pour que vraiment on puisse satisfaire aux besoins des populations. D'accord, merci. Oui, Magoula. Non, je crois que c'est une décision salutaire, il faut le dire. Je crois que ces dernières semaines, on a assez fait de débats sur les accidents de circulation. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup. Hein? Exactement, et on avait effleuré les éventuelles ou les différentes causes. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, a décidé de prendre le taureau par les cornes à travers cette série de décisions. Je crois que c'est salutaire. Maintenant, il faut que chacun joue pleinement son rôle. Les brigades qui sont déployées sur le terrain, il faudrait qu'elles s'assument aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour jouer à l'indifférence. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est que quand vous voyez quelqu'un en infraction, agissez directement. Agissez pour dissuader les gens. Ça, c'est ce qui est des brigades et tout. Maintenant, ce que je peux ajouter également, c'est que, vous voyez, le problème, la problématique de dédoublement plutôt de la nationale numéro 1, ça s'impose aujourd'hui.
Mais je me réjouis en réalité que ce n'est pas nouveau, parce que depuis l'avènement même du président du Conseil en 2005, depuis son avènement au pouvoir, il avait déjà ce projet qui va dédoubler la nation numéro 1 de Lomé à 5KC. Mais 20 ans après, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Et même après qu'on ait créé Togo Invest même est encore revenu sur ce projet dans son cahier de charges. Maintenant, qu'est-ce qui empêche concrètement la réalisation de ce projet? Je crois qu'il faut qu'on s'attelle vraiment à ça, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. On peut avoir des routes dédoublées, tout ça, il y aura toujours des accidents, mais faisons l'essentiel d'abord. Mais quand vous voyez un peu le carrefour à Bonou, à Tapamé, vous voyez un peu ce carrefour, c'est symptomatique un peu de l'état piteux de la nation numéro 1, parce que vous voyez un peu ce rond-point-là. À Tapamé. On vous dit que ça, c'est la nationale numéro 1, ça. Alors que venant de Kara, les gros camions qui sont bien chargés et tout, vous voyez les difficultés avec lesquelles ils font leurs manœuvres. Et souvent, il y a des chutes là-bas. Et c'est comme si ça ne dit rien aux gens. Et quand vous prenez ça, ça résume un peu l'état actuel de la nation numéro 1. Donc, quand on le dit, c'est juste un rappel. D'accord. L'autorité, peut-être, elle y pense déjà, mais il faut tout faire véritablement pour sauver les vies humaines. Merci. Parce que c'est des Togolais qui meurent. Et quand un Togolais meurt parce que l'état de la rue est piteux, je crois que c'est pas bon. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. Nos deux numéros sont désormais ouverts, 90 86 35 35, 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez nous appeler, sans toutefois oublier que nous sommes toujours avec monsieur Ahonkalekou Kofi, l'un des mandataires, bien sûr, lors de cet espace à problème à la TCOP. Et vous pouvez également lui poser des questions. 90 86 35 35, les deux numéros, et bien sûr, et aussi 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Du 24 au 28 février 2026, rendez-vous à Lomé pour la 13e édition du YAS FIMO 228, la semaine de la haute couture au Togo. Un thème, naître et renaître, 2 jours de masterclass, 3 jours de défilé, la semaine des amoureux de la mode. Jeudi 26 février, défilé sur invitation à l'Institut français. Vendredi 27, défilé haute couture à l'hôtel Onomo. Et le samedi 28, apothéose avec les internationaux de la mode, toujours à Onomo. Infoline 00228 70 08 70 70 www.fimo228.com. Du 24 au 28 février 2026, YAS FIMO 228, The Place to Be. Vous avez du talent? Nous avons le YAS FIMO 228. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo.
Merci à Timefa pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. Timefa à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Canal FM. Cette émission Club de la Presse est maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez nous appeler. Nous avons notre premier auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour Basile, comment vous allez? D'accord, allez-y. Une question pour notre invité? Ah bon, peut-être je peux commencer par là. Je salue les autres en studio. Lui, mandataire du dit lieu, est-ce qu'ils sont au courant que c'est 92 États que le monsieur ou bien la dame vient acheter là-bas? Est-ce qu'il ne connaît pas le code foncier du Togo qui limite à 10 hectares l'espace à acquérir auprès des mandataires ou bien des propriétaires terriens, ou bien c'est comment? Bon, c'est à prendre aussi avec personne parce que j'attendais un juriste là pas passé, il dit qu'on peut acheter 1000 hectares sur un média aussi, pourvu que tu aies de l'argent. Je ne suis pas sûr. On ne peut pas faire ça comme ça. Maintenant, mon frère Ambroise, il parle de l'Amérique, que s'il voit aller, s'il voit retour, il va apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui ne veulent rien faire dans le pays. Il faut qu'ils vivent le Nigeria à côté. C'est mieux comme ça. Quand vous parlez de ces pays-là, vous apportez de l'eau à leur moulin. Là où vous avez cité, ils ont fait 400 ans avant d'être comme ça. Le Nigeria n'a pas fait 400 ans pour être comme ça. Voilà, c'est ce que je vais apporter comme contribution à son idée. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pascal. C'est M. Mawina. Oui, M. Pascal. J'espère que vous allez... Ça va pas la grâce. Je salue le plateau, l'invité aussi. Le plateau vous salue aussi. Ok. M. Pascal. Oui. Vous voyez, comme on nous a vraiment habitués à des mensonges dans ce pays, des manipulations, quand les gens viennent raconter des histoires, on arrive non plus à les faire confiance ou bien à accepter ça. Moi, ce que le monsieur vient de dire tout ça, moi, ça ne m'a pas convaincu. Hein. Pourquoi les autorités, quand ils étaient allés sur le lieu, ils ont fait le constat que c'est comme ça. Ils n'ont pas immédiatement averti l'opinion ou bien dit quelque chose à l'opinion publique. Et c'est maintenant que le monsieur vient de raconter cette histoire-là. Moi, je ne suis pas personnellement, je ne suis pas convaincu. Mais M. Mauna, oui. Alors, M. Mauna, c'est nous qui avons invité justement le mandataire, l'un des mandataires, pour nous expliquer ce qui se passe sur le terrain. Et oui, au moins quand les autorités sont allées, au moins c'est eux qui doivent nous informer que c'est comme ça. Hein? Maintenant, quand lui est manipulé, si on se dit que lui est manipulé avant de venir raconter l'histoire, qui va croire ce qu'il a dit? Non, nous tous nous savons ce qui se passe dans ce pays. Vous les journalistes, les peut-être américains qui est sur vous là, le taux censure qui est sur vous, chaque fois là, vous n'avez pas dit les choses telles qu'elles sont. On sait. On se connaît dans ce pays, quoi. Tous nos mensonges dans ce pays. On ne sait même pas quel pays va laisser à nos enfants. Hein. D'accord, merci. Merci, monsieur Mauna, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Bonjour. Bonjour, Évangéliste Senghor. Je salue tout le plateau. Oui, le plateau aussi vous salue. Évangéliste Senghor. Oui, il semble que votre radio fait un peu de bruit là, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Et non, la tête de Dieu là. Vous savez, quand une personne, moi j'ai vu une personne dans le cercueil en train de pleurer. Je vais réussir encore. Que les Congolais écoutent ça. J'ai vu quelqu'un, un frère, moi je ne suis pas bien moi, hein. Dans le cercueil en train de pleurer. Vous allez dans un cercueil, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas rien de. C'est quelqu'un qui va prendre 80 combien de quoi là, je ne sais pas là. Mais c'est normal. Donc j'interpelle tous les Congolais que nous avons petit nos pieds pour prier
demander à Dieu d'intervenir dans cette nation, parce que ça ne va pas. Mais comment on peut comprendre? Notre frère qui est de tout à l'heure là, excusez-moi, lui-même là, il a sa conscience quand même ce qui s'est passé là, il est content de ça. Est-ce qu'on peut trouver ça dans un pays? Donc craignons Dieu. Merci beaucoup. Merci Évangéliste Senghor pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 75. Allô? Alors bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, Pardon, c'est Johannes. Oui, mais Johannes, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Diminuez son volume. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Bon, d'abord, sur le sujet de la TKP. En fait, quand vous dites que vous avez invité le musée pour pouvoir éclaircir les choses. Moi, je me dis, si on veut réellement éclaircir un sujet, on invite les deux parties. Pas une seule partie, et le monsieur vient, il dit ce qu'il veut, il part. Je ne sais pas quel éclaircissement on peut avoir dans la vie des deux parties. Monsieur Johannes, oui. Vous avez suivi le reportage du confrère? On a suivi le reportage du confrère. Vous avez suivi vous avez déjà une information en tête, c'est ça? Bon, il n'y a pas de souci. Justement, oui, bien sûr. Enfin, il faudrait quand même qu'on comprenne que, enfin, nous faisons aussi le travail avec professionnalisme. C'est pour cela que nous avons invité également l'autre partie pour qu'on écoute aussi ce qui s'est passé. Mais le dire comme ça, c'est comme si le confrère, l'avis du confrère s'oppose à ce que le ministère dit. Loin de là. Moi, je parle en fait des concernés eux-mêmes dans la localité. Mais les concernés, on les a écoutés avec le confrère, bien sûr. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Le deuxième sujet, concernant les accidents. Vous savez quoi? En circulation, moi, je vais vous dire quelque chose. Et vous allez voir si vous pouvez me donner une réponse. Si on prend deux usagers, un en moto, sans casque, qui n'a pas porté de casque, et un second, dans un camion avec qui porte un conteneur derrière. Le conteneur n'est pas attaché. Un policier devant les deux situations. Monsieur Pascal, quelle personne le policier va arrêter premièrement? C'est celui qui est en moto sans casque. C'est-à-dire qu'on laisse la personne qui met en danger la vie des autres pour poursuivre la personne qui met en danger sa propre vie. Et comment on veut lutter contre les accidents si on fait ce genre de choses? Par quelle magie on veut lutter contre les accidents? Pour finir, moi je dis toujours, un ministre de la Sécurité qui laisse dans la circulation les tricycles dans les agglomérations, circuler partout, ce ministre peut tout faire, il ne peut pas nous dire qu'il lutte contre les accidents. Merci. D'accord, merci beaucoup Johannes pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, bien sûr, au Club de la Presse. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Gérard Sébastien. Ah, Gérard, j'espère que vous allez bien. Bon, d'après ce que le monsieur que vous avez invité là-bas, d'après ses explications, c'est comme si les choses sont bien claires. Mais si ça n'est ainsi, pourquoi on inquiète le journaliste qui a fait le reportage? C'est ce que moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut encore s'expliquer un peu, nous expliquer un peu ce qui se passe au juste? D'accord. Merci. Merci Gérard. Je pense qu'on va recevoir notre dernier auditeur, 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Ni? C'est monsieur Ni. Oui, monsieur Ni, allez-y. Oui, je vais parler du sujet de la découpée là. Votre invité, quand lui-même il s'écoute, il n'y a pas une cohérence dans ce qu'il dit. Et il a le courage même de défendre ce qui se passe là-bas en disant que quoi. Dans une société, on peut venir faire des trachées comme ça, faire des barbelés comme ça et rendre difficile le quotidien de la vie des gens. Et lui, il vient. Moi, je dis souvent, le problème, c'est ces mandataires-là qui les posent au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'on les punisse. Ils viennent vendre les terrains. Il y a des doubles ventes, des triples ventes. Ils vendent des centaines, plusieurs hectares. Et aujourd'hui, ils ont le courage de venir défendre. Ils disent que la vie du journaliste n'est pas menacée. Il est à la place du journaliste.
Il dit qu'il ne croit pas. Non, oui, monsieur Ni. Oui. Il n'a pas dit que la vie du journaliste n'est pas menacée. Hein. Non, quand l'autre journaliste était en train de faire, il dit qu'il ne croit pas. On vous écoute, monsieur Pascal. Il a dit qu'à oui, d'accord. Oui, effectivement. C'est lui qui a la place de monsieur le journaliste. D'accord. Ils n'ont pas fait attention. Tous les problèmes qui se passent, c'est eux, les mandataires. Il faut qu'on commence à les punir sévèrement. Merci. D'accord, merci, monsieur Ni. Monsieur Ni, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. On va donner maintenant la parole à notre invité de dire, justement, de répondre à certaines questions. Monsieur Arankadekou, oui, il y a des questions qui vous ont été adressées par alors des confrères, enfin des auditeurs, j'allais dire. Il y a Basile qui posait la question, savoir, mais est-ce que monsieur Diorbo en question, est-ce que c'est monsieur Diorbo qui a acquéri les 92 États dont on nous parle, puisqu'il y a des rumeurs qu'on écoute et qu'il y a quelqu'un qui a acquéri pratiquement 92 États chez vous. Est-ce que c'est M. Diorbo ou Damaïcha en question? Merci, M. Pascal. Est-ce qu'il faut continuer de répondre? Parce que on ne peut pas aussi venir sur les médias et dire ce qu'on ne connaît pas. Mais quand j'écoute des gens, c'est comme eux-mêmes, ils ont d'autres réponses. Donc aujourd'hui, c'est vous-même qui nous avez appris que les vidéos, les trucs de médias, de faire attention à ça. Maintenant, si vous, les radios, vous avez bien fait de nous inviter, qu'on dit des choses que les gens ne comprennent pas. Voilà, on a un papier qui porte 92 États. C'est ce que les gens disent. C'est quel nom qui est écrit sur le papier? C'est Diorbo Bassirou, à ma connaissance. Maintenant, qui parmi eux peut me dire qu'ils ont un reçu qui dit qu'effectivement on a vendu, voilà le reçu, et que voilà, les 92 États sont vendus à telle personne? Non, je suis ici. Si quelqu'un peut répondre, il n'a qu'à prendre le micro, répondre. Donc, moi, je ne comprends pas exactement ce que les gens veulent. Je précise encore qu'il n'y a pas école, il n'y a pas pompe, il n'y a pas des habitations là où on est en train d'assécher. C'est une zone marécageuse que nous voulons mettre en valeur. C'est ça. D'accord. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet, bien sûr, ce sujet de la décoffre. Merci beaucoup. Je crois que c'est la cessation des travaux qui a suscité beaucoup de trucs aux gens. J'invite ces acquéreurs qui sont dans notre domaine objet de titre foncier 388 que s'ils ont réellement des papiers de droit de propriété, de faire des copies simples. Avant, on avait parlé de notre huissier. Ils peuvent aller les déposer au niveau de la mairie d'Agouin-Nivé. Et d'Agouin-Nivé 6, qui est la commune d'Adétikopé. Là, ça nous servira de faire l'état des lieux et voir dans les 22 collectivités qui les a vendus, comment faire l'état pour équilibrer les choses. Je profite aussi pour remercier l'État togolais. Je parle des autorités. Le jour-là, ils sont là parce que on avait monté la vidéo, dit que c'est l'État togolais qui fait le travail. C'est ce qui a fait descendre les autorités sur les lieux. Donc, quand ils sont venus, ils ont constaté que le travail est privé. Et c'est nous. Et effectivement, le travail, c'est privé. Sinon, s'ils savaient que c'était privé, ils vont convoquer nous, qui sommes des acteurs. Mais ils sont venus, c'est là-bas ils ont constaté que le travail est privé. Et nous sommes là disponibles aussi, si réellement le travail qu'on a fait a empiété la zone de quelqu'un, ou bien a semer des désordres, ou bien ça a bloqué quelque chose, nous sommes disponibles, la mairie est là, on est ensemble pour voir comment faire à tout ça là. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'en dehors de ce qui se passe sur les médias, le droit de la propriété demeure toujours notre droit de propriété. D'accord, merci beaucoup. Oui, Jean, on est à la fin. Je ne vais plus déjà revenir sur les sujets. Juste, ce matin, on a appris que les épervés du Togo ont un nouveau sélectionnaire. Tout à fait. À la personne de Patrice Neveu. Moi, je me demande en fait qu'est-ce qu'il va venir faire de nouveau, parce que c'est un monsieur qui est déjà fatigué. 112 ans. 112 ans, ma foi, je ne sais pas ce qu'il va apporter de plus. Et moi, je suis de ceux qui disent que il faut qu'on stoppe cette histoire de football au Togo. Au moins 10 ans. On s'assoit pour bâtir une équipe depuis la pépinière jusqu'au niveau des seniors. Parce que on va gaspiller notre argent pour rien, payer un entraîneur à des coûts de millions et on n'aura pas le résultat escompté.
On a dit qu'on veut un entraîneur national. On en a eu. On a vu les preuves. On a vu le résultat. Pourquoi on va continuer la même chose si ça ne produit rien? Moi, c'est mon point de vue sur la question. Et je crois que la réflexion doit continuer pour qu'on trouve une solution définitive à notre football. D'accord. Ambroise? Oui, je pense que la question du foncier de la TECOP est une question qui a soulevé d'autres paramètres de sujets, dont celui dont le monsieur nous a fait cas. Parce qu'il y avait cette affaire de 92 hectares dans le temps qu'une dame aurait acheté à Davier. Il y a une similarité entre les deux. Maintenant, quand j'entends Jobor, vas-y, tout ça là, je suis actuellement, je suis toujours dans mon bateau, hein, je suis confus. Mais ça ne m'empêche pas de rebondir sur la question sécuritaire en lorgnant un peu mon autre confrère sur les tricycles. Il faut interdire les tricycles sur les voies, les chaussées. Il faut que le ministre, si le ministre veut réellement, les assistants se passent à Ohalai partout, sur les nationales. Mais à Lomé même, les tricycles tuent. Il faut les interdire sur toutes les chaussées à Lomé. Les laisser sur les périphéries. D'accord. Bangola? Non, je crois que les confrères ont dit l'essentiel. Je ne vais plus revenir sur ça. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à tout ce qu'on a dit, beaucoup plus au sujet lié au foncier, c'est qu'il faut malgré tout mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons. Pour dire qu'Agbetol viviri, quoi. C'est l'essentiel et c'est ce que j'ai ajouté. D'accord. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Jean Legrand Polerini. Jean, vous êtes directeur de publication du journal Canal D. Merci d'être passé alors dans cette émission. Ambroise Yao-Kwanzo, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci à Magoula Kinviteko, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Merci également à notre invité, M. Arnaud Kalikou et Kofi, l'un des mandataires alors de cet espace justement à problème à la TECOP. Merci pour vos explications. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tobiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakuta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.